Podcast. Tu vas bien? Je suis rentré dans la rédaction du livre, ça y est. Sur Mentura. Et les réglages système. Ah, Oui. c'est... oui. Non, j'ai rien à dire sur le sujet parce que j'ai pas encore vu, de mes yeux, expérimenté la chose, mais j'ai vu que tour d'écran, c'est intéressant comme parti pris. Disons que je vois ce qu'ils ont voulu faire, et malgré leur dénégation, évidemment que c'est fait pour ressembler à l'application réglage sur iOS, iPadOS, et Évidemment. évidemment que c'est fait pour que les gens qui ont un iPhone, un iPad se sentent plus à l'aise sur Mac, ça y a pas de doute. Évidemment que c'est une catastrophe d'interface. et c'est marrant parce que tu vois les limites de SwiftUI, Ouais. enfin notamment des fenêtres. D'ailleurs, ils ont aussi réécrit l'assistant d'installation. Et tu sais, où tu as des fenêtres qui prennent grosso modo la moitié de l'écran, là, qui sont centrées sur l'écran. Ouais. Et où maintenant, en fait, tu vois, ils n'ont pas désactivé les barres de défilement. Donc tu vois comment ils ont construit les fenêtres. Donc c'est moche, ouais. quoi. Et là, c'est pareil dans Réglage Système. Il y a des fenêtres qui défilent ou des modales qui défilent alors qu'elles ne devraient pas défiler parce qu'elles ont une taille fixe. Donc c'est un vrai bordel. Il y a des espèces de... Parfois, il y a des listes. Genre, par exemple, la sélection de la voix de Siri. Mhm. Au lieu que ce soit une liste déroulante, c'est une fenêtre modale. Sérieux? Pourquoi? C'est bizarre. Il y a 4 choix, hein, puisqu'il y a 2 langues, français-Canada, français-France, et 2 voix à chaque fois. Avant, c'était une liste avec 4 choix, et maintenant, c'est une fenêtre modale. Donc, il faut 15 clics, alors qu'avant, il suffisait d'un clic. Tu cliquais pour ouvrir la liste, tu draguais ton curseur et tu relâchais. Maintenant, il faut un clic pour ouvrir la fenêtre modale, un clic pour choisir, un clic pour faire OK. Donc... et tout est comme ça. Absolument tout est comme ça. Et quand c'est pas des modales, c'est des listes qui sont invisibles. Parce que Alan Dye, le patron des interfaces chez Apple, son grand précepte, c'est que quand l'interface n'est pas utilisée, elle devrait disparaître. Et donc évidemment que c'est logique qu'un menu déroulant ne doit pas avoir la tronche d'un menu déroulant jusqu'au moment où tu trouves le pixel, où tu glisses le curseur dessus. Évidemment. Et donc le pauvre petit Anthony Nelson Santos, grand Anthony et large, qui doit écrire pour la 100e fois, glissez votre curseur exactement à ses coordonnées sur votre écran pour faire apparaître ce fichu menu déroulant. Non, mais... Pour pouvoir cliquer dessus. Je souffre. Bon, je suis désolé. Pour des conneries en plus, je souffre. C'est très intéressant parce que je suis en train de regarder, j'ai pas fini encore, mais je suis en train de regarder le documentaire sur Rams. Enfin. L'excellent documentaire sur Rams de je ne sais plus qui, tu vas me dire le nom parce que tu connais par cœur. Hurwitz, je crois que ça se prononce Ouais, comme ça. c'est ça. Monsieur Helvetica, Monsieur Objectif. Ouais, excellent. Enfin, je suis à moitié dedans, c'est génial. Et c'est drôle de voir comme c'est effectivement piétiné allègrement avec ces nouveaux... Ce qui me fait penser aussi d'une chose, c'est que la position d'Apple est de plus en plus sur une ligne de crête, n'est-ce pas? Avec cette dénégation très virulente de non, on va pas du tout faire de l'iPad un Mac et du Mac un iPad. Et en fait, depuis plusieurs versions aussi, en fait. Mais Craig est un peu de mauvaise foi là-dessus, je dois le dire. Et tu vois, je hurlais cette semaine, heureusement que j'étais en vacances d'ailleurs quand ils ont annoncé ça, mais Mackerman de Bloomberg là, qui expliquait qu'ils réfléchissaient à mettre de la pub dans toutes leurs apps. Seigneur. Et en fait, c'est drôle, mais Apple, c'est devenu un éditeur de magazine. C'est la réflexion que ça m'a faite. Et Alan Dye, c'est un ancien de la presse. C'est vrai, ça. Un ancien du monde du design graphique et de la Ouais. maquette. Et en fait, les réglages système, c'est devenu une espèce de magazine. C'est très joli à regarder, mais c'est inutilisable. Et les menus apparaissent au dernier moment. En fait, ils mettent beaucoup d'importance sur la hiérarchie typographique. Ils ont sacrifié en fait les menus de navigation. Ils ont mis ce que j'appelais avant, je disais rubrique, et ensuite section, et ensuite il y avait des onglets. Donc tu vois, tu cliquais dans la hiérarchie. Maintenant, tout est à plat. Et ils font la distinction entre les différentes sections par un titre en gras, et ensuite il y a une liste. Et tu vois, ils utilisent beaucoup la typographie pour faire la navigation quelque part. Et du coup, les menus, enfin les éléments d'interface qui sont un peu lourds, comme les cases à cocher, les menus, choses comme ça, doivent passer au second plan, sinon tu vois pas la typographie.
Et en fait, toutes leurs apps sont comme ça. Ouais. Et tu le vois bien sur iPhone, d'ailleurs, où le titre de l'app en gros, et vraiment tout passe par la typographie. Et donc évidemment, si tout est un magazine, qu'est-ce qu'il y a dans un magazine ? Sur 200 pages de magazine, 100 pages de pub. il y a 180 pages de pub. Évidemment. Mais c'est intéressant parce que ça a beaucoup de... Enfin, je pense que leur approche d'interface a beaucoup de sens sur les interfaces tactiles. iPad et Oui. iOS, quoi. Enfin, iOS en général. J'inclus iPadOS dedans. Et par contre, sur Mac, on n'interagit pas du tout de la même manière sur Mac, quoi. Donc, à moins qu'ils aient un Mac tactile qui arrive, mais ce qui ferait encore mentir tout ce qu'ils ont dit et ce qui paraîtrait vraiment absurde pour le coup. What the fuck, quoi. Je comprends pas. Donc voilà, je souffre. Ce qui m'embête, si tu veux, c'est que j'aimerais garder de l'énergie pour Stage Manager. Parce que Stage Manager, c'est quand même un gros morceau qui va m'obliger à réécrire le chapitre sur le Finder. Yay. Qui est un chapitre que j'ai écrit il y a 7 ou 8 ans maintenant. Donc c'est une autre personne avec une autre écriture qui écrit ce chapitre. Et ça, quelque part, ça m'arrange beaucoup parce que c'est un chapitre qui me gêne depuis plusieurs années parce que je le trouve un peu naïf. Et j'aimerais que l'auteur que je suis devenu, enfin qui écrit quand même mieux qu'il y a 7 ou 8 ans, reprenne ce chapitre. Mais tu vois, j'aimerais garder des forces, quoi, parce que Stage Manager, c'est quand même vraiment un gros morceau. Et je suis en train de perdre de l'énergie sur des trucs aussi cons que où est-ce qu'ils ont planqué un menu qui avant était évident, où est-ce qu'ils sont allés le foutre dans les réglages système. C'est usant parce qu'en plus, tu sais très bien que d'ici 2 ou 3 versions, ça reviendra, enfin, tout le monde va gueuler. Non, chut, non. Ah non. Stop. Non. Non, c'est maintenant que c'est fait, c'est fini, j'y touche plus, je refais pas les captures. Stop. J'ai rien dit. Stop. Je me fiche de savoir si c'est nul. C'est comme ça, point. Non, mais... Tu vois que t'es plus conservateur que moi, finalement. Totalement. Mais du coup, je te dis, tu vois, mais qu'est-ce que t'as regardé ? Pas mal, hein. Pas mal, ouais. C'est pas mal. Je suis allé au cinéma. Ah ouais. Pour la première fois depuis... depuis. Pour aller voir Asbestas, qui est un film franco-espagnol qui est censé se dérouler en Galice. Donc évidemment, je suis allé parce que ça se déroule en Galice. Je croyais que de base, ça voulait dire Asbesties, en fait, genre BFF, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Ok. Non. Désolé. Justement pas. Ah. Parce que c'est un couple de Français qui débarquent en Galice. Et c'est pas les besties de leurs voisins galiciens. Bien au contraire. Ça donne pas envie d'habiter en Galice. Et je vous promets, les Galiciens sont pas tous comme ça. Même s'il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Et c'était bien. Je crois que c'était bien d'aller au ciné. Et la salle en plus était quasiment vide. Et puis il faisait 40 degrés dehors. Donc c'était agréable d'être dans un ciné climatisé. Ouais. Et c'était photographiquement parlant, c'était un magnifique film. Et là, je crois que tu aimerais beaucoup la bande-son parce qu'elle est très minimaliste, mais en même temps très profonde. Elle va chercher vraiment dans les tripes, quoi. Tu la sens dans le ciné. Mais très... pas du tout mise en avant, quoi. C'est vraiment de la musique d'ambiance. Et ça participe à l'ambiance de plus en plus malsaine du film. Et je crois que c'était vraiment... Enfin, ça m'a rappelé que oui, le cinéma, finalement, c'est bien. C'est aussi une expérience physique, machin truc. Mais c'est pas pareil qu'être chez toi. Pas pareil, hein. Devant ta télé, quoi. C'est vrai. Et bon, voilà. Je sais pas si j'y retournerai là demain au cinéma. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais je me rappelle quand j'étais allé, après le confinement, la première fois au cinéma depuis quelques temps aussi. Et c'était pour voir un film de merde, un Marvel à la con. Mais les images me sont restées en tête pendant 2-3 jours après, quoi. Il y a une impression très différente, beaucoup plus en profondeur que quand tu regardes sur la télévision à la maison. Ouais. De mon côté, j'ai vu sur la télévision de la maison The French Dispatch. Ça faisait très longtemps que je voulais le voir parce que bon, je vénère un peu quand même Wes Anderson. C'est le genre de film. Je sais que moi, je suis pas très bon à voir des films de manière critique parce que je me laisse vraiment porter par les images et tout, et du coup, beaucoup de choses me passent par-dessus la tête et il faudrait que je revoie plusieurs fois et j'ai la flemme pour vraiment comprendre les trucs. Mais donc, je rate au moins 50% de ce qu'il faudrait voir et pourtant, enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment. Enfin, c'est comme avec Miyazaki, quoi. Je suis dans une espèce de fable, je suis complètement sous le charme et quand je ressors, je vois le réel différemment. Enfin, c'est merveilleux. Merveilleux. Alors pour le coup, je l'ai revu 3 ou 4 fois et il n'y a pas longtemps. En plus, la dernière fois que je l'ai revu, ça doit être il y a une dizaine de jours. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec les films de Wes Anderson, c'est qu'ils se regardent bien et à différents niveaux. Et donc là, j'ai passé du temps à notamment analyser certains plans parce que je voulais
Enfin, je l'ai regardé pour l'aspect graphique, parce que je travaille sur des propositions graphiques, et notamment son grand amour de la symétrie. Et quelque part, tu peux laisser l'intrigue de côté, même si super dans The Final Dispatch, et regarder juste pour les graphismes ou juste pour l'utilisation des polices. C'est merveilleux, ça aussi. Le premier Wes Anderson qui utilise que Futura, puis soudainement qui découvre qu'il y a d'autres polices que Futura. c'est génial. C'est un très très bon film, ouais. Enfin, tout va bien, tout est bien. Visuellement, tout est bien. Truc beaucoup plus simple, sur Apple TV, il y a Loot. Que j'ai commencé qui est amusant. Je suis pas certain que ça déploie tous les talents de Maya Rudolph. Mais je sais pas, ça pose des questions assez intéressantes sur la répartition des richesses. Je trouve toujours aussi fascinant que ce genre de discours soit chez Apple, qui incarne tout l'inverse. Enfin, c'était pareil avec Severance, quoi. Où, oui, c'est des salariés d'Apple, en fait, les gens. Et l'actualité de cette semaine a encore montré que t'as une vie chez Apple et t'as une vie en dehors de chez Apple. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, tu vois dans l'objet lui-même les logiques capitalistes à l'œuvre, puisque Apple a acheté un droit de regard sur les productions de Maya Rudolph et de Natasha Lyonne, et on voit passer Adam Scott, qui est justement dans Severance. Donc c'est marrant parce que finalement, l'objet est tout l'inverse de ce qu'il dit. C'est fascinant. Oui, il y a une vraie contradiction. C'est pas comme Netflix qui, pour le coup, même s'il recycle beaucoup ses acteurs, n'a pas cette volonté presque... quel est le terme que je devrais utiliser ? Presque... Tu sais, quand on veut défier quelque chose, quand on est un petit peu impertinent, qu'on est... Oui, c'est pas revendicatif, c'est encore pire. C'est presque agressif, quoi. Et d'un autre côté, effectivement, enfin, la logique poussée à bout comme ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et alors, je crois que toi, comme moi, on a vu Luck sur Apple TV+. On a vu Luck. Non, écoute, il fallait le voir. C'est quand même le premier de Laster depuis un certain temps. Il fallait le voir. C'est pas un film réussi, dans le sens où, enfin, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. On est encore loin des Pixar, juste en termes de forme déjà. N'importe quel mauvais Pixar est stratosphériquement meilleur techniquement que Luck. Luck est assez mauvais, enfin, visuellement. Je me demande si c'est un choix, parce qu'il y a enfin, même les DreamWorks, même les films d'imagination, enfin, techniquement, sont 15 niveaux dessus. Adrien me disait que ça lui faisait penser à un film Barbie, tu sais. Il y a un peu de ça, tous les films 3D Barbie, où c'est vraiment un peu raide, un peu lisse. Et je me demande effectivement si c'est un parti pris. C'est pas impossible que ce soit un film qui n'ait pas beaucoup de budget non plus. Je sais pas. Il y a aussi un problème d'intrigue, beaucoup d'intrigues en même temps. J'ai pensé tout ce que j'ai trouvé qui allait pas. À plusieurs moments, tu te dis tiens, c'est la fin. Oui. Et ça rebondit bizarrement. Et ok. Et les choses complexes se résolvent vraiment très très vite, même si c'est un problème de tous les films récents. Là, c'est un peu visible. Les personnages, du coup, forcément, sont tous un peu lisses et peu exploités, voire des fois carrément gâchés. Je pense aux petits lapins policiers ou / bureaucrates qui sont géniaux dans l'idée, mais qui ne servent à rien, en fait. C'est ce que j'appelle le syndrome mignon. Ah, c'est tellement ça. Il y a maintenant des mignons dans tous les films, et c'est un vrai problème. À la défense du film, déjà, on ne peut pas atteindre ce que fait Pixar en plus de 20 ans, genre sur un seul film comme ça. Skydance, c'est entre guillemets un petit studio, comparativement, bon voilà, c'est pas non plus Disney, quoi. Donc forcément, voilà. Je trouve que les décors étaient plutôt réussis. Il y avait architecturalement ça, il y avait des vraies suggestions, des vraies propositions, beaucoup de petits détails dans la manière dont les choses mécaniquement fonctionnaient. Et l'enchaînement de certaines séquences, genre la poursuite du chat au début, c'est intéressant. On a rigolé tout le long de cette scène. Ouais. Enfin, elle est super. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. C'est un des points forts du film, je suis d'accord. Et je trouve qu'on voit en fait, l'influence de Laster, c'est vraiment juste des traces à ce niveau-là. C'est des petits messages très courts, je crois, sur vers les 3/4 du film, la discussion qu'il y a entre le chat et l'héroïne, des tout petits trucs sur pourquoi la chance, un peu le sens du monde, quoi. Avec les petites clés comme ça qu'on donne sur un sujet qui, malheureusement, est une métaphore difficile pour la vie, quoi. C'est un truc difficile à faire monter en degré de lecture. En fait, il y a grosso modo les 2 premiers tiers du film, c'est une espèce de grosse introduction. Oui, c'est ça. Où il y a certes une intrigue, mais c'est une espèce de grosse introduction sur les principes de la mécanique de ce monde.
Et finalement, ça n'est exploité que dans le dernier tiers, qui est vachement plus Oui, intéressant. qui est très dense par rapport au reste. Qui visuellement est moins intéressant, mais qui est beaucoup plus dense, j'allais dire philosophiquement. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Sur le fond, on va dire. Ouais. Et où là, tu commences à dire, ah oui, tiens, on commence à revoir des choses qu'on avait entendues chez Pixar. C'est ça. Et là, tu retombes sur des un trucs. Tout petit peu vice-versa, un petit peu de... Enfin, des petites touches, quoi. Ouais. Bon, reste que j'ai quand même été... c'est pareil qu'il aime un peu le Miyazaki, mais en version plus édulcorée. Mais après les Pixar, en général, j'ai toujours un petit uplifting, tu vois, mental, émotionnel, tu vois. Il y avait quand même ce sentiment-là à la fin du film, où les choses rentrent dans l'ordre, mais de manière élégante et positive et constructive, ce que tu veux. Donc c'est pas mal. Oui, et puis c'est pas manichéen, au contraire, Oui. justement. C'est tout le message du film, c'est que c'est pas manichéen et que la vie est pas noire et blanche. C'est pas si mal. C'est pas si mal que ça, je suis d'accord. Je pense que ça aurait mérité soit un an de plus de travail pour la technique, je sais pas, mais franchement, bon, j'attends de voir la suite. Mais tu vois, c'est un peu le problème, on en avait parlé pour le Morning Show par exemple, où il s'était fait ramasser, pas sur les mérites du Morning Show, mais parce que la presse, de manière générale, je parle y compris pour mes collègues, avait envie de se payer Apple. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Le film paye quelque part son association avec la CETER. Totalement. Et une grosse partie de la critique est sur la CETER, et pas sur le film lui-même. Je suis d'accord, c'est vraiment dommage. Enfin, la controverse me rend un peu perplexe. Déjà parce que l'événement en soi est un peu chelou. On n'a pas trop de... Enfin, ça ressemble plus à des accusations qu'à des preuves pour l'instant. Mais bon, je ne peux pas non plus juger de ça. Ce qui est plus intéressant et intriguant, c'est le départ d'Emma Thompson du film, du projet, alors que derrière, il y a Jane Fonda qui le rejoint. Donc une sorte de contradiction un peu dans l'image juste du film, du projet, quoi. Et effectivement, le projet, il y a la CETER qui est associé, donc c'est un projet forcément qui est jugé en tant que projet de la CETER, quoi. Oui, c'est... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que la déclaration d'Emma Thompson, c'était vraiment on peut pas donner une deuxième chance à ce genre de personnage. Et tu fais merde, si. si. Au bout d'un moment, tout notre système judiciaire est fait pour donner une seconde chance aux gens. Alors bon, dans le cas présent, c'est jamais aller jusqu'à un procès et une peine de prison. Donc, mais il a admis une faute, on ne sait pas vraiment laquelle parce que tout est très nébuleux sur cette affaire. Il a accompli sa traversée du désert. Tu fais bon. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Au bout d'un moment, est-ce qu'on est devenu complètement incapable de pardonner les péchés, pour prendre une métaphore qui te parlera plus à toi qu'à moi. Bon. Ouais. J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais ce sera peut-être dans un prochain épisode. Écoutez, j'ai écouté pas grand-chose. J'ai écouté The Last Goodbye d'Odessa. Je suppose qu'on dit Odessa. Le nouveau single, c'est la publicité du MacBook Air. C'est Let Me Down Easy. Voilà. Et ils avaient aussi fait, il y a quelques temps, un featuring avec Regina Spektor. C'est comme ça que je les connais, en fait. Et sur ce nouvel album, ils ont une piste avec Olafur Arnalds, notamment. Donc il y a plusieurs choses qui devraient me plaire dedans, et ça me plaît bien. Je pense qu'un album, pour eux, quand même, c'est long. C'est-à-dire que il y a vraiment des temps forts, vraiment très intéressants, très beaux, des belles envolées, tout ça, des constructions intéressantes. Mais c'est beaucoup de morceaux. Je pense que ça vaut mieux pour l'instant de rester sur des singles, c'est mon avis. Et j'espère qu'ils le suivront, parce que c'est quand même important, en tant que manager de ce groupe, qu'ils écoutent mon avis. Mais non, en vrai, ça reste quand même très bien. Bon album globalement. Mais je pense que les temps forts sont au début, au milieu, à la fin. Et le reste est dispensable. J'ai presque écouté du Ariana Grande. Quoi? J'ai écouté Not Tight, c'est le premier album du duo qui est formé par la pianiste française Domi Luna et le batteur américain J.D. Beck. Les deux ont fait des études de musique classique et de jazz, mais ils ont aussi tourné avec Thundercat, dont j'ai déjà parlé, Anderson .Paak, Ariana Grande donc, Louis Cole. Enfin, tu vois, tu vois qu'on est quand même un peu loin du jazz. Et c'est quoi? C'est une espèce de hip-hop un peu low-fi, un peu jazzifiant. Il y a quand même un featuring assez mauvais de Herbie Hancock. Je suis pas sûr d'être complètement convaincu.
Ou sinon, je suis convaincu que l'apparition de Snoop Dogg est Et complètement pourquoi affreuse. Snoop Dogg? Mais tu vois, il y a une espèce de mélange. C'est très très à la mode quelque part. Il y a un peu d'harmonie de jazz et tu fous du hip-hop, de l'électro, de la lo-fi, du rap. Tu mélanges tout ça en même temps et tu fais un album. Mais je crois justement que ça va assez bien avec ma volonté d'ouvrir un peu mes écoutés et d'écouter des choses un peu différentes. Cela dit, le premier album que j'ai écouté en revenant au bureau, c'est Mesmerism de Passion Sorry, et c'est du jazz bluesy, bête et méchant. Et le tout premier morceau, qui s'appelle Enchantment, il mérite vachement bien son titre. C'est super mignon. Et dans ma bouche, dire que c'est mignon, c'est un compliment. C'est pas... Ah oui, je prends au sens premier, effectivement. Ouais. C'est pas mignon de Pixar. C'est pas breton, quoi. Ouais. Putain, j'ai rien lu. Ah ouais, merde, j'ai rien lu. Ah non, tu sais pourquoi? J'ai une bonne excuse. Tout comme toujours. Non, j'ai une bonne excuse. Je suis en vacances depuis lundi. Mardi, du coup, parce que lundi était férié. Du coup, j'avais pas le temps de lire. Alors tu vois, moi je rentre de vacances, et pendant les vacances, j'ai lu, je sais pas, une demi-douzaine de bouquins en 15 jours. J'ai notamment bingé les livres de Robin Sloan. Le type est assez intéressant, c'est un diplômé d'économie qui avait cofondé le blog Snark Market. Ouais. Il a travaillé pour la chaîne de TV d'Al Gore, et finalement il est devenu media manager de Twitter. Et il s'est lancé, il est parti de chez Twitter pour lancer sa carrière littéraire, en s'appuyant sur Kickstarter, qui à l'époque était tout petit, quoi. Et il a publié quoi? 2 romans, 3 romans? 2 romans, et sinon c'est que des romans courts, ils appellent ça des novellas, les Américains. Et maintenant, il a même une entreprise de production d'huile d'olive absolument hors de prix. Donc le mec est assez intéressant. J'ai lu donc ces 2 romans et un de ses romans courts. C'est des choses très bien, des choses beaucoup moins bien. Et il a notamment une phrase sur Internet, c'est l'endroit où tu te rends compte que t'es pas tellement unique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en allant sur son site, j'ai cru être sur Métro Zen Dodo, graphiquement parlant. Donc effectivement, Internet, c'est l'endroit où tu te rends pour voir que t'es pas si unique que ça. Et je crois que c'est très bien. Et juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai reçu la livraison quotidienne de la newsletter temporaire de Craig Mod, la nouvelle Tokyo. Oui. Qui est super. Comme tout ce que fait Craig Mod. J'ai réservé la lecture pour plus tard. J'ai mis en non-lu très soigneusement pour pouvoir prendre le temps de les savourer tranquillement. C'est tellement... Ah, il est fortiche. Hein. Je suis pas une groupie de beaucoup de gens. Hein. Mais Craig Mod. Et Ariana Grande quand même. Non. Moins. Ok. Moins. Craig Mod, bordel. Non, il est fortiche. Acheter, que t'as forcément acheté un truc, non? Alors, je vais être très franc avec toi, Anthony. J'aimerais acheter plus de choses, mais c'est un peu la merdasse ce mois-ci, donc il faut que je fasse vraiment gaffe. Du coup, j'ai juste acheté des billets de train pour les vacances, c'est tout. La vie, franchement, moi JPP. Non, j'ai acheté une chose. J'ai quand même acheté une chose. Pourquoi je dis ça aussi fort? J'ai acheté une chose quand on est allé faire notre tour. J'allais dire hebdomadaire, peut-être bimensuel plutôt, à la librairie japonaise de Paris, qui s'appelle Junku, overpriced bullshit, et qui était un stylo, que je présente ici à la caméra, stylo. Ce qui est toujours aussi efficace pour un podcast audio. Voilà, je vous laisse imaginer la forme. Il s'appelle Sakura, donc ça veut dire cerise. Cerise. C'est pas du... Oui, cerisier. Cerisier, je crois. Putain, je vais me faire engueuler par un truc comme ça qui parle japonais. Qui est pas du tout rose. Il est pas du tout rose, il est très gris, mais c'est japonais donc c'est bien. Et je l'aime bien, il clique bien. Tiens, écoute. Ça marche mieux pour un podcast. C'est agréable un peu, hein. Et quand j'écris, tiens, écoute. Ça va devenir de la SMR ce truc. Mais je l'adore. Et du coup, j'écris peu avec parce que j'ai envie de l'économiser. Je suis un peu con des fois. Écoute, c'est comme ça. Les Japonais sont très forts en stylo. Moi, je suis plutôt stylo plume que stylo bille, mais Platinum Sailor ou Pilot, c'est quand même... Ah ouais, j'avoue. Enfin, ils savent faire. Moi, j'ai acheté une seconde peau d'e-brand pour l'iPhone. Ce podcast est sponsorisé par... Si seulement. Si seulement. En fait, depuis quelques années, j'ai assez mal aux mains.
ne serait-ce que parce que je tape 8 à 10 heures par jour au clavier, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais je sais pas faire autre chose. Et en même temps, les téléphones deviennent de plus en plus gros, donc au bout d'un moment, ça pose un problème. Et j'utilisais pas mal mon téléphone sans housse jusqu'à que je fasse tomber mon iPhone 7. Et donc depuis, j'utilise l'étui. Et à chaque fois que j'enlève l'étui de mon iPhone, il y a une espèce de petite retenue, surtout maintenant qu'il y a un dos en verre qui est une savonnette. Et donc j'ai voulu essayer ce film en me disant que peut-être ça améliorerait un peu l'appréhension. Et oui, la pose est pas très compliquée, mais enfin elle n'est pas non plus très simple. Notamment parce qu'il faut un sèche-cheveux. Ça m'a beaucoup rappelé quand je faisais de l'aéromodélisme. J'avais monté un avion qui n'avait pas vraiment de fuselage. En fait, le fuselage, c'était un film en plastique qu'il fallait tendre sur l'avion. Et donc, tu le tendais avec un décapeur thermique. Donc, paf, comme quand tu fais chauffer un sac plastique. Ça le tendait et paf, ça faisait le fuselage de l'avion. Là, c'est un peu pareil. Il faut utiliser un sèche-cheveux, notamment pour que le film épouse la forme des capteurs de l'appareil photo. Alors, c'est très joli. Mais tu passes un temps fou. En plus, c'est assez bizarre de faire chauffer un iPhone volontairement. Oui, j'imagine. Mais ça tient super bien. C'est un peu comme le wrapping des bagnoles aussi. Oui, d'accord. Ouais. Du coup, ça prend la forme vraiment des capteurs de l'appareil photo, quoi, cette espèce de bosse. Évidemment, c'est violet. Ce qui me rend cet iPhone 13 à nouveau sympathique. Et surtout, ça améliore vraiment c'est pas granuleux, mais presque, tu vois. C'est doucement granuleux. C'est comme un papier de verre, 2000 ou 3000, quoi. Vraiment un grain très fin. Je vois. Et donc ça fait maintenant 3 semaines que j'ai plus d'étui sur mon iPhone 13 Pro, ce qui est génial, parce que du coup il est vachement plus léger aussi, accessoirement. Moins lourd, disons. Ça passe mieux dans la poche. J'ai fait quelques centaines de kilomètres avec depuis. Il est pas tombé. Écoute. Donc on dirait que ça marche. Donc même si cet épisode n'est pas sponsorisé par D-Band, c'est pas mal. Ok, intéressant. Peut-être me mettre à ça parce que c'est vrai que la coque est bien, mais elle change l'appréhension totalement. Oui, c'est notamment en largeur. Moi, je peux plus, quoi. Je peux plus. Vivement le 14. HD. On y est bientôt, hein, mine de rien. Depuis quelques temps, mais un peu moins maintenant parce que je pense que l'effet de mode se tasse tranquillement. Et peut-être que c'est aussi que ça rentre dans le quotidien, ce qui serait à la fois attendu, un peu inquiétant, et ce que tu veux. Mon flux Twitter est un peu spammé de différentes phrases un peu absconses et de résultats picturaux encore plus abscons, mais des fois qui sont réussis quand même. Et donc, je parle évidemment des œuvres de Dall-E et de Midjourney. Donc, ce sont ces espèces de trucs neuronaux, je sais pas quoi, où tu mets une description textuelle et tu as une image qui résulte de cette expression textuelle. Oh, je dis sexuelle. Tu pourras couper, s'il te plaît. Du coup, voilà. Alors, non, je vais pas couper parce que c'est le meilleur lapsus de l'histoire du podcast. Maman, arrête d'écouter ces podcasts tout de suite, maman. Arrête. Et je crois qu'il y a des générations de psychiatres robotiques qui auront des choses à dire là-dessus. Non, mais le pire, c'est qu'ils sont asexués, ces trucs-là. C'est que je crois qu'on peut pas leur faire des trucs sexuels, il me semble. En plus, c'est dingue. Ok, j'ai vraiment problème. À quoi ça sert ? Non, ça sert à rien, pour l'instant. Oui, je parle comme Aya Nakamura. Écoute, c'est mon droit. Alors, évidemment, ça suscite différents sentiments émotifs en moi. Je parle bien sûr de la sexualité. Donc, à la base, je pense que naturellement, on peut s'effrayer du futur pour les artistes avec ce genre de choses, parce que l'IA étant ce qu'elle est, elle s'améliore toujours au fur et à mesure, et donc ce qui est risible au début devient crédible au bout d'un certain temps. Et j'ai vraiment les deux sons de cloche. J'ai entendu des gens qui disaient que ça allait changer complètement le métier d'artiste, d'autres au contraire que ça allait rien changer et ne pas du tout influer sur le sérieux et le professionnalisme de ces artistes-là. Et je pense que les deux sont un peu faux, un peu vrais, ligne de crête et tout ça.
Certaines choses vont changer, d'autres non, évidemment. Bon, déjà, de base, on peut dire que l'outil n'est pas encore tout à fait mûr. En l'état, il est utile pour surtout fournir des bases de travail. Oui, on avait parlé de GPT-3 il y a longtemps, et finalement c'est OpenAI aussi qui s'occupe de DALL-E, et c'est finalement qu'une application de GPT-3 au domaine des images, et c'est infiniment plus compliqué de générer une image passable que de créer 3 lignes de texte marketing passables. On l'a vu avec Célie, où Célie faisait des choses un peu... Oui. Ça allait, quoi. C'était parfois un peu farfelu, et évidemment, quand tu faisais des textes un peu longs, c'était compliqué, mais quand tu lui demandais de faire 2 ou 3 phrases, ça allait. Là, une image, le moindre défaut, c'est évident. Ouais. Et enfin, il y a 3 choses qui me viennent à l'esprit en fait en pensant à ça. La première, c'est que l'art en général, c'est une combinaison d'éléments pour l'humain. C'est-à-dire qu'on crée jamais rien de nouveau dans l'absolu. Enfin, c'est toujours des choses qui sont un petit peu voilà. Et la machine fait la même chose. C'est le même processus qui est à l'œuvre. Et évidemment, il y a la question de l'art par rapport dans sa relation au réel qui se pose après, parce que avec ce niveau d'influence que la machine peut emmagasiner et restituer de manière complètement imprévue pour des humains, ça pose, je pense, une autre question de la relation par rapport au réel. Mais les 2 autres choses, c'est que l'artiste peut toujours développer la vision initiale de l'IA ou faire mieux qu'elle ensuite. En d'autres termes, les bons artistes vont toujours exister, quoi. Et ce qui va changer, c'est plus la production pas chère, la production de masse un peu industrielle. Donc, un des futurs pour l'artiste, ce serait de passer de l'artiste exécutant au directeur artistique, quoi. Un peu à la Beyoncé. C'est-à-dire que tu as cette espèce de réalisation à faire, et du coup tu utilises tous les outils à ta disposition pour avoir des sources différentes et les combiner ensuite. Donc c'est une combinaison non pas seulement au niveau des influences, mais encore plus, à un niveau au-dessus, qui est une combinaison des œuvres elles-mêmes pour ensuite un résultat de ces combinaisons-là. Et la deuxième chose, c'est que vu qu'on voit que la syntaxe a une très grande importance fondamentale pour la création de ces œuvres d'art. Et du coup, plus tu creuses la syntaxe, et plus tu sais comment mieux parler à la machine, plus tu sais comment parler à la machine, pardon, mieux tes résultats seront, quoi. Je crois que je parle pas du tout français, mais c'est une partie technique de l'art qu'il faut pas négliger, à mon avis. Cette partie du podcast a été générée par GPT-3. Pardon. Je t'emmerde. Cordialement. En préparant cet épisode, je suis allé voir les chiffres. Et donc DALL-E 2, puisque c'est la 2e version de DALL-E, la première version était pas passée inaperçue, mais était beaucoup moins importante. C'était DALL-E-DA. Le titre. Donc ça utilise 3,5 milliards de paramètres. Et ça a été entraîné sur 400 millions de paires d'images et de légendes. Wow. Et finalement, le rôle de DALL-E, c'est de générer 32 768 légendes à partir d'un jeu de données et de sélectionner celle qui est la bonne. Et donc, une fois que l'algo sait faire ça, le modèle sait faire ça, tu peux faire l'inverse, qui est donner une légende et lui génère l'image correspondante à partir de ce jeu d'images. À partir du jeu d'images. Donc finalement, c'est que de la recombinaison. Il n'y a pas de création de génération spontanée. Ça ne fait que recombiner des morceaux de pixels qui ont été vus dans le jeu de données avec lequel il a été entraîné. Moi, ce que je trouve fascinant avec ça, c'est qu'on est en train de mettre en pratique un des exercices qui était purement théorique. Une infinité de singes qui tapent à la machine à écrire peuvent effectivement produire Shakespeare. Ça y est, on peut le faire. C'est littéralement ce que ces choses font. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il y a ce fantastique site web qui est une espèce d'incarnation de la bibliothèque de Babel, où on vit dans une époque fantastiquement borgésienne. On trouve sur ce site littéralement la phrase « Anthony Nelson Santos est un journaliste chez Mac Génération qui enregistre le podcast 1 semaine sur 2 avec Arnaud Jourdain. » Juste par des permutations infinies de caractères, cette phrase finit par apparaître. Encore une fois,
on prend une pièce infinie avec un nombre infini de machines à écrire, un nombre infini de singes, on finit par écrire la Bible, Shakespeare, toute l'histoire du passé, toute l'histoire du futur. Et finalement, ces choses que certains voient comme le nouveau Messie sont infiniment moins capables, infiniment moins puissantes que tout ça. Elles travaillent avec un jeu de données très réduit aussi. L'exercice de la bibliothèque de Babel, c'est on a les lettres de l'alphabet plus quelques signes de ponctuation. Là, c'est pareil, c'est plus compliqué, mais finalement, on a un jeu fini d'images et un jeu fini de légendes et un jeu fini de paramètres. Et donc, on a un nombre immensément grand de possibilités, mais on n'a pas un nombre infini de possibilités. Et on a d'autant moins un nombre infini de possibilités que comme il n'y a pas de capacité de génération spontanée, tu peux faire une légende qui décrit quelque chose qui n'a absolument aucun sens et casser l'algorithme et produire des images qui n'ont aucun sens visuel, enfin qui sont des blocs tout cassés, quoi. Et moi je trouve ça drôle parce que quelque part c'est encore plus fractal que mon exemple avec les singes. C'est parce que c'est pas des singes qui tapent, c'est un algo qui a été conçu par des humains pour malaxer de la pâte à modeler, qui a été composé de milliers d'œuvres réalisées par des humains. Enfin c'est compliqué, quoi. Et on a, je sais pas, on a quelque part on a créé la machine, on a aussi créé les singes. D'ailleurs, on emploie des tâcherons qui sont payés en monnaie de singe pour mettre les étiquettes sur les contenus, parce que le jeu de données ne sort pas de nulle part, les légendes qui ont été écrites, elles sortent pas de nulle part. Et l'IA est absolument pas artificielle, encore une fois. Les intelligences dites artificielles, ce sont des intelligences qui sont extraordinairement humaines. Elles se reposent entièrement sur nous. Oui, c'est ça, que à la base, il y a quand même un mensonge fondamental. Je veux dire, on parle d'artificiel alors que... Enfin, d'intelligence plutôt, c'est ça le problème. Parce que c'est effectivement artificiel, c'est de main-d'homme. Mais l'intelligence là-dedans est quand même extrêmement basique. C'est une... Enfin, pardon, je t'ai interrompu, en fait. Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, ma question, c'est... Est-ce qu'à chaque fois que je vois ce genre de choses, la question qui me revient, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de concevoir une intelligence artificielle généraliste ? Alors, oui, je crois que j'ai des réponses à ça. Le mythe de la singularité qui justifie tout ça. Il y a vraiment des gens pour croire dans la singularité et croire qu'on va pouvoir créer une machine qui pense comme l'homme et donc désincarner l'homme. Et c'est ça qui motive la création de ces intelligences artificielles dites généralistes. Ma suspicion, c'est qu'on peut pas. Ma suspicion, c'est qu'il nous manque quelque chose de fondamental dans la compréhension de la nature humaine, voire probablement dans les lois de la physique. Ou de la spiritualité. Non mais comme dirait l'autre, Dieu n'est pas nécessaire à mon hypothèse. Mon autre suspicion, c'est qu'on s'en fout et qu'une collection d'intelligence artificielle spécialisée suffisamment avancée, comme dirait l'autre, ne peuvent pas être distinguées d'une intelligence artificielle généraliste. Exemple complètement au hasard, la conduite autonome. Aujourd'hui, l'approche de la conduite autonome, c'est de créer une intelligence artificielle généraliste. Grosso modo, recréer un humain qui serait capable de conduire une voiture. Ça ne marche pas. On le voit. C'est-à-dire que la conduite autonome, c'est toujours l'an prochain. Oui. Et qu'on n'y arrivera probablement jamais. Et qu'en fait, on n'y arrivera à la conduite autonome que en faisant en fait une collection d'intelligence artificielle spécialisées qui gèrent chacune un jeu de problèmes. Et oui, ça laisse la place au fait que probablement il y aura une situation dans laquelle l'IA ne réussira pas à résoudre et se plantera. Mais dans 99,999% des cas, ça marchera. Et donc, ça ne pourra pas être distingué d'une intelligence artificielle généraliste. Et je le vois quand je vois les réactions à ces trucs-là. C'est-à-dire quand on a des gens qui nous disent « C'est fantastique, ça crée des images absolument photoréalistes. Je vais remplacer tous les illustrateurs de mon magazine par DALL-E, ou je vais remplacer tous mes marketeurs par GPT-3 ou CDI, oui, non. Ça peut être, encore une fois, je crois que c'est vraiment une partie du futur, que c'est on en avait parlé avec CDI, que ça peut être un élément de stimulation d'un auteur ou d'un artiste, que ça peut être... Je m'en suis par exemple servi pour... j'essaie de... un an que je travaille sur un site qui s'appelle Coco Vélo, qui est une espèce de grand annuaire des acteurs de l'industrie du vélo en France. Et le logo, c'est une poule qui pédale sur un vélo. Roule ma poule, c'est ça.
Et j'ai demandé à DALL-E de dessiner le logo. Et je mettrai dans la description du podcast, mais 3 des 4 propositions sont absolument faites à l'envers. Le vélo est fait à l'envers. La poule a 4 pattes, ce qui est quand même embêtant. Mon Dieu. Et je demande un vélo cargo et j'ai pas un vélo cargo. Et la 4e version, elle se tient, mais on est loin d'un logo final. Alors évidemment, ça me donne des idées. Tu vois, ça peut être une petite graine qui me permet d'aller plus vite. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand tu sais comment ça marche derrière, ces 4 propositions, ça n'est jamais qu'un mash-up de choses qui existent par ailleurs. Et donc, en fait, ça n'est qu'une manière de... Quelque part, c'est un moteur de recherche en langage naturel de 400 millions d'images. Moi, je le vois comme ça, DALL-E. C'est Google, comme Google devrait être. Le rêve de Google, quoi. Tu tapes une requête en langage naturel, dessine-moi une poule blanche qui pédale sur un vélo cargo. Elle est heureuse, dans un style cartoon. Et ça te sort des résultats. Et en fait, c'est une espèce de filtre de l'inspiration sur 400 millions d'images. Ouais. Je vois pas ça comme une intelligence suprême, un futur dieu, qui a été capable de créer une image. Absolument pas. Le pauvre type de Google qui parlait à son IA et qui s'est fait saquer de chez Google parce qu'il pensait que son IA était humaine. Crétin. Crétin, exactement. Alors que non, quoi. C'est juste un bout de code qui prend des Legos et qui les compile ensemble, quoi. Ce qui est vachement important, hein, vachement intéressant, hein, c'est super. Hein. Mais quelque part, c'est incroyablement décevant. Et en même temps, c'est incroyablement dangereux. C'est ça, en fait, j'avoue que de mon côté, j'éprouve un certain dégoût par rapport à ça. C'est... Enfin, tu dis très justement que c'est pas Dieu. Je pense effectivement c'est même l'anti-Dieu dans le sens où je savais que j'arriverais. C'est ma trigger, c'est bon là, ça va, je suis en roue libre. Comme la poule à vélo. Non, c'est roule ma poule, roule. Roule ma poule. Déjà code et ensuite codec, j'ai envie de dire. Ok. Non. En fait, le truc c'est que il y a moins de choses. La première, c'est que non, en fait, c'est une seule chose. C'est en fait, on ressasse. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est que on parlait de la zone de confort dernièrement. Là, c'est exactement la négation de ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être ingéré par ces intelligences artificielles guillemets aériens et restitué ensuite, c'est proprement du vomi de choses existantes, quoi. Oui. Et on voudrait nous faire passer ça pour mieux que ça n'est, quoi. C'est pire que McDo, tu vois, c'est pire que... En fait, il y a une démarche là-dedans qui est profondément anti-humaine. On se fout de qui, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Genre, à un moment, merde. On a le droit à un peu de respect, un peu de vraies choses, quoi. D'authenticité. Là, c'est exactement... C'est singer l'existant et ça me perturbe beaucoup. Encore une fois, on dit que le diable est le singe de Dieu, bah, là on est en plein dedans, je trouve. C'est une singerie. Et pas dans le sens de Jane Goodall, quoi. C'est dans le sens pervers et malaisant du terme. Ce qui m'ennuie aussi, c'est que du coup, ouais, il y a zéro prise de risque là-dedans. Tout ce qui va sortir de cette intelligence artificielle, encore une fois guillemets aérien, va être quelque chose qui est existant d'une manière ou d'une autre. Même si ça a ses mérites parfois, parce que je pense que on ne peut pas humainement connaître tout, et on n'a pas cette capacité forcément de combinaison, voilà. Dans ce sens-là, ok, pourquoi pas. Mais juste dans ce sens-là. C'est une dimension, c'est pas quelque chose... Mais quelque part, c'est aussi une limite, parce que le fait qu'il faille fournir une légende à l'image, il y a des possibilités que tu ne peux pas avoir. En fait, tu peux pas être surpris, parce que la potentialité de l'image est dans ta légende. Et donc, comme il n'y a pas de génération spontanée, encore une fois, ça ne fait que recracher une combinaison de choses qui sont dans le modèle. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais ça n'est pas Salvador Dali. Ça n'est pas une nouvelle forme d'art. Et la légende, si tu ne sais pas que telle forme d'art existe, bah, tu peux pas demander à Dali de créer cette forme d'art. Et Dali va pas te la proposer, parce que Dali va te proposer que ce qui correspond à la Donc t'es quand même limité en termes de sérendipité. Enfin, il n'y a pas de sérendipité. C'est ça, c'est que c'est stérile. La spontanéité est stérile. Impossible. C'est exactement ça. C'est que c'est ça mon point. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire vraiment du nouveau. C'est la seule chose que tu peux faire, effectivement, c'est un peu ressasser, c'est recombiner, c'est pourquoi pas, mais c'est pas du nouveau. Le procédé est surprenant. Ouais. Les résultats peuvent être plus choquants que surprenants quelque part, mais il n'y a pas de place pour la surprise, pour la véritable surprise. C'est ça.
Et là, là où on arrive déjà à cette situation où la technologie nous enferme un petit peu de plus en plus même, dans cette zone de confort où tout ce qu'on connaît est déjà remâché de remâché, ou des choses qui correspondent à nos goûts, ou des choses qui... Il n'y a pas d'aspérité, quoi. Et si en plus on prive l'inspiration artistique de cette forme de nouveauté purement humaine qu'elle peut déclencher, quoi, ben, il y a vraiment un gros problème. C'est-à-dire que si, en fait, encore une fois, en tant qu'outil où on sait exactement ce que c'est, comment ça fonctionne et ce que ça peut produire, fine, c'est très bien. Mais par contre, derrière, si on prend ça si on prend pour l'ombre, quoi, et qu'on l'utilise comme directeur artistique d'un magazine ou peu importe, il y a un vrai danger, quoi. Et il y a un danger d'intention, c'est-à-dire que encore une fois, tu fournis une légende. L'intention, c'est toi qui l'as, c'est pas la machine. La peur que j'ai, et c'est une peur qui est fondée, hein, je vois les gens parler. J'essaie d'être loin de Twitter, mais je les vois écrire dans des articles de blog ou des articles de presse. La peur que j'ai, c'est qu'on prête à la machine une intention. Exactement. Mais forcément, c'est humain dans un sens. Oui, c'est très humain, et elle a l'intention de ses concepteurs. Mais encore une fois, quand elle dessine une poule qui roule sur un vélo, c'est pas la machine qui a décidé, c'est moi. L'intention, c'est moi. Je crois qu'on est... J'aime pas ça, mais parfois je me réveille le matin avec des rêves bizarres et j'y pense, mais je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle religion, vraiment. Et je crois que ce sont des faux prophètes, ces trucs-là. Et ces choses... Enfin, les singes qui tapent sur des machines à écrire, ils ont probablement conscience qu'ils tapent sur des machines à écrire, parce que ces bêtes sont pas bêtes. Mais ils ne connaissent pas la portée de ce qu'ils font. Le singe qui, par hasard, écrit Shakespeare, ne le sait pas. Ça, c'est terrible. Terrible. Dali, qui par erreur, quelque part, serait capable de recréer les tournesols, ne le sait pas. Ne sait pas qu'il a recréé un des chefs-d'œuvre de l'humanité. Ne le sait pas. Et je vois des gens prêter une intention, prêter une intelligence, véritablement, à ces machines, et elles en ont pas. Ça va loin, hein. Encore une fois, hein, c'est puissant, et je pense que ces outils ont leur place et que c'est une partie du futur. Et j'utilise déjà du machine learning pour faire des choses. J'en parle encore ce midi avec un de nos développeurs, mais la coloration sur Metro Zen Dodo, la capacité d'extraire la couleur dominante des couvertures des livres ou de mes photos pour changer la couleur de Metro Zen Dodo, c'est déjà du machine learning. Hein. Je fais déjà du clustering sur des images à partir d'un entraînement sur un modèle. Enfin, j'utilise ces techniques. Hein. J'y suis pas. Et une partie de ma carrière universitaire, elle a été autour de l'entraînement d'un modèle pour reconnaître du sentiment, de la perception de l'espace et du temps dans des lettres de migrants. C'est des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise avec la technique. Je suis beaucoup moins à l'aise avec la prophétie. beaucoup moins. Le phénomène d'assimilation, c'est vraiment ça. C'est que je pense que depuis longtemps, on est dans une tendance à la généralisation et à la relativisation de à peu près tout, quoi, philosophiquement parlant. Là, ça atteint une proportion qui touche à un aspect vital de l'humanité, quoi. C'est parce que non seulement il y a ce problème d'ordre, on va dire, de droit économique et de propriété intellectuelle et de tout ça, qui est, on scanne toutes ces images de gens sans leur avoir donné leur avis, en fait. Accessoirement, GitHub Copilot, dans le même genre, qui est une espèce d'énorme truc d'autocomplétion de code, qui viole les licences open source. Les millions de procès qu'on pourrait faire aux intelligences dites artificielles, ce serait drôle. Ce serait drôle d'assigner une intelligence dite artificielle. J'imagine, ce serait vraiment drôle. Ouais. Mais on peut pas rire de ça. Je crois qu'on n'a pas mais pas parce qu'on n'a pas le droit, c'est parce qu'on n'a pas la capacité, je crois. Là, c'est pareil. Enfin, sous couvert d'individualité, on assimile tout et tout est le même résultat, le même blurb, quoi. Ça m'ennuie beaucoup aussi. Toi qui es un affreux marketeur, vraiment affreux. Et je déteste toute cette partie de ta personnalité. Merci. Non, mais je le dis très franchement. Ça me va. Et je le dis d'autant plus franchement que j'ai navigué de ce côté-là du miroir. Donc,
déteste aussi toute cette partie de moi. Et toute ma carrière depuis 15 ans a consisté à me démarketer, et, même sacrifier mon compte Twitter sur l'autel de... je ne veux pas communiquer. Et en refusant de communiquer, je ne fais que communiquer. Oui, mais différemment. Mieux. Mais toi qui es un affreux marketeur, est-ce que tu as déjà utilisé, par exemple, GPT-3 pour concevoir des slogans ou des chapeaux d'articles ou même des billets de blog Enfin, du contenu, quoi. J'ai fait tourner les tables un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai fait tourner les tables un petit peu. Pour moi, c'est une forme de spiritisme. J'ai utilisé un petit peu, mais j'ai pas réutilisé le résultat final. Je crois que comme je suis très paresseux, j'aurais aimé que ce soit plus intelligent que ça. Et le problème, c'est que ça n'a pas résisté à un examen un peu poussé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Même au niveau des idées que ça m'a donné, c'était pas des choses exploitables. Donc je vais rester avec avec mes 2 cellules crise. Parce que par exemple, j'ai lu un billet de blog, je mettrai le lien dans la description du podcast, d'un type qui a fait tourner ce genre de modèle sur les titres dans Hacker News, les titres les plus populaires sur Hacker News. Où l'idée c'était de voir qu'est-ce que la machine dit de l'optimisation SEO des titres. Et donc évidemment, le titre qui ressort les mieux, c'est blabla, blablabli, blublu. C'est-à-dire tout ce qu'on explique en école de journalisme depuis, je sais pas, 70 ans. Tu vois, il y a une évidence au résultat, mais quelque part, la machine objective l'intuition, quoi. Et je vois des billets de blog sur comment on utilise GPT-3 ou CDI pour écrire des titres ou optimiser des chapeaux. Je l'ai beaucoup vu pour les chapeaux, les débuts d'articles. Notamment les descriptions qui vont être utilisées dans Open Graph sur Facebook et sur Twitter pour vraiment attirer le clic. Je commence aussi à avoir des billets de blog sur des directeurs techniques qui veulent utiliser DALL-E ou ses différentes implémentations open source. D'ailleurs, on pourrait critiquer le fait que DALL-E vient d'une boîte qui s'appelle OpenAI mais qui ne fait pas d'open source. Pas du tout. Et que tout ça est une boîte noire et à quel point c'est un problème, voire un danger. Mais bref. Et donc je vois des gens imaginer avoir des illustrations ou même des images d'accroche qui seraient générées par la machine. Et en même temps, je relisais un livre blanc de Google qui disait que grosso modo 90% du web c'était du spam. Du spam ou de l'optimisation SEO, enfin du boulot de marketeur. Je mets les marketeurs au début du spam et les vrais spammers nigériens à la fin du spam. Tu vois, c'est un spectre. Je suis d'accord. 90% des résultats naturels, ce serait du spam. Et on change d'échelle, avec ces algos, parce que quelque part ça permet d'industrialiser ces pratiques. C'est-à-dire c'est plus seulement toi ou moi, toi pour vendre des produits, moi pour vendre mes articles, qui essayons d'optimiser nos titres. Là c'est la machine qui est capable d'optimiser des milliards de titres à l'heure, de contenus qui ont été écrits par la machine. Et cette phrase de Jaron Lanier que j'ai déjà citée dans ce podcast, mais qui m'obsède depuis que je l'ai lu, quoi. C'est cette idée du réseau social comme et des algorithmes et donc machine learning comme une attaque de la culture par déni de service. C'est brillant ça. Moi c'est là que ça me fait peur, quoi. C'est-à-dire que ces machines qui sont quelque part très faiblardes, c'est évidemment que c'est le sommet de la recherche informatique, mais en même temps c'est dans le grand ordre des choses c'est faiblard, quoi. Elles ont une dimension très décevante, en même temps elles sont incroyablement dangereuses parce que c'est la meilleure arme pour faire une attaque de la culture par déni de service. On peut imaginer un web dans lequel 99,9999999% du contenu aurait été créé par GPT-3 pour le texte, DALL-E pour les images. Et toi t'es là avec ta promotion d'Alan, on va les citer, où moi je suis là avec mes articles. Une tech plus verte, achetez. Sur Mac Génération. Et on est noyé. Totalement noyé. Enfin, on peut imaginer que 99,99999% du web, ce soit de la fake news générée par la machine. Et toi, t'es là, pauvre petit journaliste avec la carte de presse, qui essaie de rétablir la vérité, ou une partie de la vérité, et t'es noyé. Comment on fait ? Et j'ai testé avec des jeux de données, hein, la machine n'est pas capable de distinguer un texte écrit par la machine d'un texte qui est écrit par la main de l'homme. Bien sûr. Donc en plus, on n'est pas capable de trier, pour reprendre une métaphore religieuse, le bon grain de livret. Ça c'est le truc qui m'intrigue le plus, finalement, avec ces choses-là. C'est-à-dire que ton argument, je le reçois, je trouve pas très convaincant. Oui, ces images sont moches, oui, c'est du vomi.
tout le pop art, c'était la même chose si tu veux. Enfin, ça me... Oui, c'est bien de mettre 4 images de Soup Campbell ou 4 images de Marilyn Monroe l'une à côté de l'autre, mais si tu veux, Dali m'est à peu près aussi sympathique que ça. Et où finalement, Dali, c'est la mauvaise référence. Ça aurait dû s'appeler Warhol. Tellement. Surtout le hall. Surtout le hall. T'as pas tort, mais je suis pas sûr que ce soit l'argument le plus saillant. Moi, ce qui me fait peur, c'est les conséquences de la chose. Les conséquences pour la production humaine. Oui, je suis d'accord. Je pense vraiment que le vrai problème, c'est cette espèce de stérilisation. Vraiment. Ça, j'en suis convaincu. Encore une fois, pas d'aspérité, quoi. Pas de surprise. Et du coup, pas de vraie création, pas de vraie créativité. Et du coup, une castration. Et en même temps, la véritable créativité, elle est noyée par ça. Oui. Mais quelque part, tu le vois d'ailleurs avec Pinterest, moins avec Instagram, et puis surtout avec TikTok, où cette capacité qu'une mode a de saturer l'espace médiatique sur ces réseaux. Et pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Et ça va par vague, quoi. Tu vas d'une vague de saturation en vague de saturation en vague de saturation. Ouais. Et tu te dis, quelque part, c'est encore accéléré par le recours à ces algorithmes. C'est-à-dire, ça va devenir super facile de créer des milliards de contenus qui n'ont aucun sens pour enterrer les contenus qui en ont. Ouais, c'est Shein, version culturelle, quoi.